Bonjour à vous qui nous rejoignez. Soyez les bienvenus à cette autre édition de votre programme Afrique Santé. C'est un plaisir de vous savoir nombreux une fois de plus aujourd'hui pour ce rendez-vous consacré à la santé avec à la clé l'expertise du docteur Pierre Noumessi, avec qui une fois de plus nous allons nous entretenir. Bonjour docteur Pierre Noumessi. Bonjour Michel, bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour aux techniciens. Alors aujourd'hui, on va parler de l'estomac, de cet organe qui fait partie du tube digestif, cet organe qui fait partie de ces organes essentiels lorsqu'on parle de la digestion des aliments. Alors aujourd'hui, pourquoi déjà le choix d'un thème qui tourne autour du rôle de l'estomac? Oui, déjà, vu le rôle de l'estomac, je pense qu'il est toujours très nécessaire que chaque personne soit consciente que l'estomac a un rôle très important à jouer dans notre organisme. C'est la raison pour laquelle il faut bien qu'on entretienne cet estomac afin de ne pas entrer dans des douleurs ou bien des complications des maladies, parce que l'estomac joue un rôle très important au niveau de la digestion. Et alors, pour cette raison, comme c'est une machine qui travaille de temps en temps, il faut l'entretenir. Alors, vous faites bien de parler de l'entretien et nous allons effectivement nous intéresser à la fonction ou encore aux différentes fonctions de l'estomac dans l'organisme. Et c'est dans cet élément que nous propose la réalisation. Souvent, lorsque les gens souffrent de fortes douleurs à l'estomac, ils plaisantent en disant qu'ils ont un ulcère. Nous sommes ici pour expliquer la maladie ulcéreuse gastro-duodénale. La maladie de l'ulcère gastro-duodénal décrit l'état dans lequel des plaies ouvertes appelées ulcères se développent sur la paroi interne de l'estomac ou de la première partie de l'intestin grêle appelée duodénum. L'ulcère est une zone localisée où la paroi interne a été endommagée, exposant les structures délicates qui se trouvent en dessous. Au début, les ulcères sont peu profonds et peuvent guérir rapidement, mais dans les cas plus anciens, ils peuvent devenir profonds et atteindre la couche musculaire ou s'éroder à travers la paroi de l'estomac ou du duodénum. L'estomac produit de l'acide et une enzyme digestive appelée pepsine pour aider à décomposer les aliments, tandis que l'estomac remue et mélange le tout. L'estomac et le duodénum disposent de mécanismes très efficaces pour protéger leurs parois des effets néfastes de ce mélange acide. La plupart des ulcères se développent en raison d'une défaillance d'un ou de plusieurs aspects du mécanisme de protection. Des ulcères peuvent survenir dans le cas de maladies rares qui entraînent une production très élevée d'acide dépassant les mécanismes de protection normaux. Les causes les plus courantes des ulcères gastro-duodénaux sont l'infection chronique par la bactérie Helicobacter pylori et l'utilisation prolongée d'anti-inflammatoires non stéroïdiens tels que l'ibuprofène ou l'aspirine. Cette bactérie perturbe la production normale d'acide gastrique, entraînant une surabondance d'acide dans l'estomac, ce qui peut éroder la paroi protectrice de l'estomac ou du duodénum. Contrairement à la croyance populaire, l'alimentation, le stress ou l'anxiété ne sont pas directement à l'origine de l'ulcère gastro-duodénal. Les symptômes de l'ulcère gastro-duodénal peuvent varier, mais la douleur est le symptôme le plus courant. La douleur se situe généralement dans la partie supérieure de l'abdomen et ressemble à une sensation de brûlure ou de rongement et est généralement plus intense à jeun. La complication la plus fréquente des ulcères gastro-duodénaux est le saignement. Celle-ci peut être bénigne et ne présenter que peu de symptômes, à l'exception de celles noires et goudronneuses, ou graves et mettre en danger la vie du patient, qui vomit du sang ou évacue du sang rouge foncé par le rectum. La complication la plus dangereuse survient lorsque l'ulcère traverse la paroi de l'estomac ou du duodénum, déversant le contenu de l'estomac dans l'abdomen. Cela provoque de fortes douleurs abdominales et une infection et nécessite une intervention chirurgicale d'urgence pour refermer le trou causé par l'ulcère. Il est essentiel de consulter un professionnel de la santé en cas de douleurs abdominales sévères ou persistantes, difficulté à s'alimenter entraînant une perte de poids, vomissement de sang ou selle noire. Tout signe de complication associé à l'ulcère gastro-duodénal. Si un patient présente l'une de ces complications, il doit se rendre au service des urgences le plus proche.
Pour plus d'informations ou pour discuter de problèmes spécifiques concernant l'ulcère gastro-duodénal, il est préférable de consulter votre prestataire de soins de santé qui pourra vous orienter vers un gastro-entérologue en cas de suspicion d'ulcère gastro-duodénal. Nous disposons aujourd'hui de traitements médicaux très efficaces contre l'ulcère gastro-duodénal. Il s'agit notamment de médicaments pour traiter l'infection par Helicobacter pylori et de médicaments pour aider à guérir la muqueuse de l'estomac. La chirurgie était courante dans le passé, mais elle est désormais très rarement nécessaire pour le traitement de l'ulcère gastro-duodénal. S'informer et se faire examiner régulièrement est un excellent moyen de prendre les devants en matière de santé et de bien-être. Et c'est ce que vous avez fait aujourd'hui en regardant cette vidéo. Cliquez « J'aime » si vous l'avez trouvé utile et abonnez-vous à la chaîne YouTube de l'Hôpital d'Ottawa pour recevoir des mises à jour vidéo sur d'autres sujets liés à la santé. Alors, docteur Pierre Messier, vous avez suivi avec nous cet élément qui revient sur les différentes fonctions de l'estomac. Alors, lorsqu'on parle de l'estomac, ce qui nous vient d'abord à l'esprit, c'est la digestion des aliments. Mais est-ce que le rôle de l'estomac se limite uniquement à ça ou cela est son rôle principal? Vous savez, l'estomac est constitué de plusieurs autres choses à l'intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'estomac, il y a une première partie. Quand nous mangeons, comme l'estomac est déjà raccordé au niveau de l'œsophage et au niveau de l'intestin grêle, quand nous mangeons, cet estomac reçoit à la première partie, la partie haute de l'estomac, des aliments que nous ingurgitons. Alors maintenant, au niveau de là-bas, il y a une hormone qu'on appelle le sucre gastrique, par exemple. Cette hormone a un rôle important, c'est de permettre à cet aliment qui est arrivé de mieux s'éliminer dans l'estomac. Oui, avant d'entrer dans la profondeur de l'estomac. Et avant d'arriver là-bas, il y a maintenant une autre hormone que j'appelle régulièrement l'acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique, c'est, quand je veux indiquer cela, je peux parler par exemple des carreleurs. Quand on verse l'acide sur les carreaux pour nettoyer, ça veut dire que c'est une acide très puissante. C'est cet acide qui ramollit certains aliments ou bien certains, pour pouvoir avaler même par exemple un os de poisson. Bon, c'est l'acide qui va fragiliser cela, l'acide chlorhydrique qui va fragiliser cela de manière que vous ferez les selles sans que ça ne vous blesse, par exemple. Donc, l'os du poisson va se fragiliser. Et le suc gastrique que vous évoquez? Oui, le suc gastrique, je dis, ce sont des éléments qui, ensemble, favorisent la digestion. Parce que quand la machine, comme je dis, j'appelle l'estomac une machine, parce qu'elle est toujours en mouvement, elle est toujours en train de travailler, de broyer. C'est son travail. De broyer. Quand ça se broie, c'est un peu comme quand on tourne le ciment, il faut de l'eau de temps en temps pour que cela puisse mieux s'oxygéner et, comment dire, s'homogénéer. C'est-à-dire effectivement que la consommation de l'eau est très essentielle. La consommation pour de l'eau est très essentielle pour une bonne digestion. Quand ça devient déjà homogène, maintenant, l'estomac pousse ça au niveau de l'intestin grêle qui va facilement permettre que le transit soit favorable et qu'on évite ainsi on évite les constipations. Donc l'eau doit être une base vraiment importante pour consommer et éviter de se retrouver dans des situations déplorables à cause de l'estomac. Cela veut dire, Dr. Pierre Messier, que lorsque nous mangeons, il faut toujours donc avoir de l'eau. Toujours et toujours. Il faut toujours avoir de l'eau. Parce que l'eau a un rôle primordial dans l'oxygénation aussi. Et l'eau a un rôle primordial aussi pour faciliter la digestion et surtout permettre que notre température interne soit toujours bien. Et on rappelle à nos et c'est grâce à cette eau que même les reins fonctionnent bien. Parce que si vous ne buvez pas assez d'eau, vous aurez des problèmes rénaux. Alors, Dr. Pierre Messier, vous avez parlé des deux substances essentielles que l'on retrouve dans l'estomac, à savoir l'acide chlorhydrique et le suc gastrique. Alors, est-ce que ces deux
substances constituent effectivement les fonctions essentielles de l'estomac. Ou il y a encore d'autres qui entrent en jeu? Non, comme généralement l'estomac, c'est un peu l'organe qui accompagne, je peux dire, les intestins à mieux fonctionner. Son rôle primordial, c'est faciliter la digestion. Faciliter la digestion. Oui, c'est ça son rôle. C'est pour ça que je dis c'est une machine qui écrase et qui débarrasse vers l'intestin grêle, qui naturellement va pousser tout ça hors de notre organisme facilement. Alors, est-ce qu'il y a des aliments qui, effectivement, ne sont pas bons pour une bonne digestion? Oui, bien sûr. Il y a des aliments que si nous consommons beaucoup, surtout sans boire de l'eau, parce que l'eau reste l'élément primordial qu'il ne faut pas essentiel qu'il ne faut pas négliger. Si nous mangeons certains aliments qui ont, par exemple, beaucoup je peux dire de poudre, beaucoup de blé, comme le blé, par exemple, de farine. Bon, si nous mangeons, par exemple, aussi même la farine de manioc, si nous mangeons tout ça et qu'on ne consomme pas assez d'eau, ça va favoriser la formation des mucus aussi, qui pourront empêcher le système de mieux fonctionner. Donc, il y a ces genres d'aliments qu'il faut de temps en temps. De toutes les façons, tous les aliments on peut consommer, mais il faut boire assez d'eau. La condition, c'est l'eau. Ceux qui mangent, par exemple, constamment du pain, il y a des gens qui consomment à longueur de journée excessivement. Non, c'est pas bien. Ce n'est pas bon. C'est pas bon pour la digestion. Il faut, même si je dis que c'est pas bon, il faut toujours accompagner avec beaucoup d'eau. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans ce monde qui ne boivent même pas assez d'eau. Ils préfèrent l'alcool. Oui. Il y a des gens qui mangent même avec à leur côté de l'alcool. Voilà, exactement. Donc c'est ça. Mais c'est pas une bonne façon je peux dire, de protéger ou d'entretenir son corps. Il faut toujours manger avec de l'eau. Et s'il faut utiliser peut-être une boisson, ça peut être une boisson naturelle. Et que dire du vin qui est souvent présenté comme une boisson qui est très importante en matière de digestion? Non, le vin aussi n'est pas mauvais. Tout ce que nous refusons comme boisson dans notre alimentation, c'est les bières. C'est les bières, c'est le whisky. Oui, les liqueurs fortes. Les liqueurs fortes. Donc c'est parce que dans notre estomac, il y a une membrane qui est un peu sous forme de la serviette. C'est cette membrane qui protège naturellement l'estomac des aliments qui ont, ou des boissons qui ont de fortes comment dire, puissance à l'endroit de la protection de l'organe. Donc, cette membrane-là empêche ainsi l'estomac de se retrouver dans une situation, mais malheureusement, comme nous sommes habitués à consommer des choses fortes, on finit toujours par détruire notre estomac. Et puisqu'on parle effectivement de ce qu'il ne faut pas manger en excès, et aussi des boissons, leur utilité, leur importance à la digestion, docteur Pierre Nomessi, que dire par exemple de ceux-là qui consomment des jus gazeux, qu'on appelle communément les tops? Oui, vous savez, généralement, quand on parle des jus gazeux, ce que nous déplorons là dans les jus, c'est la quantité la quantité du sucre ou encore la valeur qu'on ressent après avoir bu. La valeur comment dire, du sucre, de l'importance de l'excès de sucre dans ces jus. Ces jus ne sont pas favorables. Déjà, ils ne sont pas naturels. Ils ne sont pas naturels, ils ne sont pas favorables, ils ne sont pas naturels. Et il faut aussi reconnaître que dans ce jus, il y a beaucoup de dégâts que le système peut prendre un coup au niveau du foie. Il y a aussi au niveau des reins, parce que ces jus-là favorisent les acidités et créent ainsi des problèmes au niveau de plusieurs autres organes, surtout pire, le pancréas prend un coup très fort. Alors que dire des fruits? Est-ce que les fruits, tout comme l'eau aussi, peuvent contribuer à une bonne digestion? Les fruits, naturellement, oui. Les fruits
aide naturellement pour que la digestion soit la meilleure possible. Il n'y a pas de problème pour la consommation des fruits. Mais s'il y a des fruits particuliers quand même que vous pouvez conseiller, très souvent pour les mamans qui ont des enfants qui souffrent de constipation, on a souvent l'habitude de présenter l'orange, par exemple la papaye. Il y a l'orange qui est un remontant. C'est pour cette raison que quand quelqu'un est malade, pour rendre visite à un malade à l'hôpital, lorsqu'on lui apporter des oranges, ça l'aide beaucoup parce que c'est un remontant, ça aide vraiment. C'est vraiment très bien conseillé, c'est bien conseillé pour les personnes malades. Et deuxièmement, il y a, comme je dis toujours, pour ceux qui ne sont pas malades, il y a déjà même les oranges qui sont bien pour tout le monde. Il y a les aubergines, ce que nous appelons le njakatou, l'aubergine qu'on consomme qui est aussi très très bien. Il y a les betteraves, il y a le poivron, il y a même le citron. Donc il y a les fruits en général sont sans danger quand on le prend de manière, je peux dire, régulière. Donc l'estomac a besoin de tout ça pour pouvoir se régénérer et permettre que le système reste toujours en bon fonctionnement. Et maintenant parlons effectivement des fruits. Et lorsque vous parlez du citron, est-ce que le citron n'irrite pas l'estomac? Ça irrite l'estomac de ceux qui sont déjà malades. Quand vous n'avez pas de problème au niveau, en fait, de maladie, au niveau de l'estomac, rien ne vous dérange, même le piment ne vous dérange pas. C'est juste parce que on a déjà détruit l'efficacité de la membrane qui protégeait l'estomac que maintenant, si vous prenez une épice, vous allez sentir les douleurs. Si vous prenez du citron, vous allez sentir les douleurs. Donc, c'est juste parce qu'il y a déjà une défaillance que cela arrive ainsi. Alors, on reste toujours dans ce qui concerne l'alimentation, puisque, comme vous l'avez bien précisé, l'estomac, son rôle majeur, c'est de favoriser la digestion, c'est de nous permettre d'avoir une très bonne digestion. Alors, est-ce qu'il y a des aliments, Dr Pierre Messi, qui sont facilement digérables par l'organisme ou d'autres? Oui, bien sûr. Dont la digestion est rapide, en fait. Oui. Il y a presque... Je peux dire quoi? Je veux dire simplement qu'au niveau des aliments, vous allez constater que les melons, par exemple, vous comprenez, le melon, que ce soit le melon passe très vite. Et comme je dis toujours, les gens, en fait, personne ne peut avoir, comment dirais-je, le même organisme que son confrère. Ça veut dire que chacun est unique en son genre. Je voulais parler de la banane avant de penser à ça, parce que quand la banane, pour certains, ça constipe. Et pourtant, naturellement, la banane, moi, je débloque les constipations avec la banane. Mais certaines personnes se plaignent plutôt que la banane les constipe. Bon, sinon, la banane aussi fait partie des aliments qui font vraiment facilement digérer. Et il y a aussi tous les autres aliments, comme par exemple le couscous, même bananes, même malaxées. Il y a beaucoup dans l'ensemble, ce qui est beaucoup prisé par la population africaine. Oui, même le riz est bien. Le riz passe facilement. Je voulais dire plutôt que il n'y a que les aliments secs, comme par exemple le macabo, le plantain, que si vous voulez consommer cela, consommer avec de l'eau pour faciliter la digestion. Et sans oublier que la consommation des oignons aussi est très très favorable, parce que l'oignon agit non seulement sur le système respiratoire, mais agit aussi sur les problèmes des vers dans le ventre. L'oignon agit ainsi sur les problèmes de transpiration et nous aide dans l'ensemble à nous désintoxiquer. Alors, toujours parlons de la digestion des aliments. Que dire maintenant de la viande, Dr Pierre Messi? La viande a un impact négatif. Pourquoi? Parce que la viande traîne beaucoup, même dans l'estomac. La digestion est lente. La digestion est lente. La viande, pour consommer la viande, comme je parlais tantôt des oignons, il faut en consommer beaucoup d'oignons pour permettre à cette viande d'aller rapidement. Parce que si on prend simplement de la viande, on va se retrouver avec des cumuls de protéines qui peuvent encore être dangereuses dans notre organisme parce que c'est ça qui favorise la formation des gouttes ou bien de certaines douleurs au niveau des articulations.
Donc la viande n'est pas vraiment beaucoup conseillée, mais si quelqu'un aime la viande, qu'il mange avec beaucoup d'oignons. Et la constipation, elle est souvent plus généralisée chez les enfants. Pourquoi? Oui, parce qu'il y a des parents qui ne pensent pas qu'il faut donner de l'eau aux enfants, même sans que les enfants en demandent. C'est juste ça. Vous savez aussi que les enfants, s'ils boivent de l'eau, c'est juste parce qu'il a peut-être vu que vous êtes en train de boire, il fait le signe parce qu'il voudrait aussi boire. Mais généralement, il faut que les mamans ou les parents sachent que les enfants ont besoin de boire de l'eau et il faut leur en donner de temps en temps. Alors, Dr Pianomessi, on continue toujours en ce qui concerne les aliments. Il y a la viande que vous avez mis de côté, car selon vous, bien qu'appétissant, la digestion des viandes est lente. Alors, lorsqu'une personne est malade, peu importe la maladie, qu'est-ce qui est conseillé effectivement aux malades pour une digestion facile? Oui, déjà, il y a les légumes. Les légumes. Il faut les légumes cuits, déjà. Quelle qu'en soit la maladie. Quelle qu'en soit la maladie, les légumes cuits. Il faut des légumes. Il faut le jus de betterave. Parce que beaucoup de gens ont des problèmes d'anémie parce que si c'est un palu fort, le sang, il y a beaucoup de pertes de sang parce que le corps chauffe. Bon, en ce temps-là, maintenant, on a besoin de betteraves aussi pour donner de l'énergie. On a besoin des oranges et on a besoin aussi du poisson. Oui, du poisson. Je pense que pour la viande, on met à côté. Et en convalescence, ça aide beaucoup à être remonté. Et en ce temps-là, la personne peut facilement se libérer de la maladie, quoi. Alors, une fois de plus, Dr Pianomessi, j'aimerais qu'on revienne sur la médecine traditionnelle, puisque c'est de ça qu'il s'agit dans le cadre de ce programme, la médecine traditionnelle africaine, son efficacité à soigner des maladies, à permettre aux personnes de retrouver la guérison. Alors, est-ce qu'il vous arrive effectivement de souvent prescrire des régimes alimentaires propres ou essentiels aux patients? On sait que pour ce qui est de la médecine conventionnelle, par exemple, il y a des diététiciens qui sont des spécialistes de l'alimentation. Maintenant, dans le cas de la médecine traditionnelle, est-ce qu'il y a aussi des traitements en ce qui concerne l'alimentation que vous prodiguez à vos patients? Vous savez, moi je suis naturopathe. Un naturopathe n'est pas loin des nutritionnistes. Un naturopathe, c'est quelqu'un que naturellement, cette médecine que je fais est appelée aussi médecine de conseil. C'est pour cette raison que vous constaterez que j'essaye toujours de tout faire que personne ne soit malade. Oui. Parce que ça fait partie de ce que je suis. Donc dans la naturopathie, on ne peut pas négliger la nutrition. Donc les conseils ne peuvent pas manquer. À tout moment que je suis avec des patients, parce que c'est derrière la bonne alimentation ou le bon comportement alimentaire que beaucoup de maladies peuvent disparaître. Donc les conseils sont toujours automatiques. Alors, fidèles téléspectateurs, en ce moment, nous allons parler d'une maladie, à savoir le mal d'estomac. On se retrouve après Dr Pianomessi pour en dire plus sur ce mal qui touche plusieurs personnes. Merci à la réalisation pour cet moment sur le mal d'estomac. Alors, Dr Pianomessi, quand on évoque les maladies liées à l'estomac, la première maladie qui vient à l'esprit, c'est le mal d'estomac. Comment définissez-vous cette maladie? Vous savez, quoi, selon vous, elle est cause? Oui, le mal d'estomac, il est vrai, il y a plusieurs catégories. Comme on peut parler, par exemple, de la gastrique. Vous savez, quand vous avez déjà des sensations de fatigue ou de douleurs bizarres au niveau du thorax, vous pouvez déjà comprendre que vous avez un problème au niveau de l'estomac. Maintenant, quand on quitte au niveau de la gastrique pour parler maintenant de l'ulcère,
L'ulcère, c'est lorsque la membrane qui protège l'estomac s'est décollée. Et maintenant, ça veut dire qu'il y a une plaie ou une blessure, s'il faut parler en langage simple, au niveau de l'estomac. C'est même pour cette raison que tout ce que vous mangez, si ça se repose sur cette blessure, vous allez ressentir des douleurs intenses. Et les douleurs peuvent irradiquer jusqu'au dos. Entre les omoplates, vous sentirez les douleurs là-bas et aussi au niveau de l'abdomen. Donc, ça, ce sont des maladies qui dérangent l'estomac. Il est vrai, quand ça avance, on peut se retrouver dans un cancer d'estomac. Mais il y a aussi une chose que j'allais oublier, et il y a aussi l'hernie hiatale. C'est-à-dire que c'est toujours l'hernie qui fait partie des maux liés à l'estomac. Mais le mal d'estomac, vous précisez, vous avez donné les signes précurseurs de cette maladie, mais cependant, on dit qu'elle n'est pas soignée véritablement. Elle est soignée, cette maladie ne peut pas guérir du mal d'estomac à travers la médecine conventionnelle. C'est le cas également avec la médecine traditionnelle africaine, parce que c'est une maladie où on n'a pas encore de solution en ce qui concerne la guérison. Non, il faut comprendre une chose. La médecine conventionnelle, c'est une médecine des hommes, comme j'ai l'habitude de dire, parce que c'est une médecine qu'on apprend à l'école. Or, la médecine naturelle, pour ceux qui n'ont pas appris, qui ont des dons, c'est différent. Et même quand on n'a pas le don et qu'on est dans une médecine naturelle, il y a beaucoup de plantes qui cicatrisent les blessures intérieures, qui arrêtent les hémorragies internes. J'ai même oublié de dire aussi, dans les cas d'estomac, il y a aussi les hémorragies. Donc ça veut dire qu'il y a des moments où vous pouvez faire des selles sanguinolentes. Ce n'est pas forcément l'hémorroïde, mais ça vient de l'estomac. Donc il y a ça aussi. Donc par rapport à, comment dire, à tous les maux que nous avons au niveau de l'estomac, l'essentiel est simplement que les personnes qui ont des moindres difficultés sachent que en médecine traditionnelle ou en médecine africaine, comme j'aime bien appeler, il y a des solutions de guérison. Je n'ai pas dit de soulagement. On ne soulage pas en médecine traditionnelle ou en médecine africaine ou en naturopathie. La naturopathie, c'est une médecine qui résout les problèmes. C'est un problème, c'est une médecine qui remédie. Ça veut dire que si quelque chose est gâté, cette médecine est capable de remettre... elle est réparatrice, elle a une fonction réparatrice. Elle a des très grandes fonctions réparatrices. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et à part le mal d'estomac, quelles sont les différentes maladies que vous arrivez souvent à traiter chez les patients et qui sont liées à l'estomac? Non, il y a beaucoup de maladies. Vous savez, notre corps, chaque millimètre de notre corps peut porter le nom d'une maladie. C'est pour cette raison que je pense que nous ne cesserons jamais de faire des recherches pour pouvoir aider le maximum de gens sur Terre. Donc, j'ai parlé de l'hernie hiatale, j'ai parlé de la gastrique, j'ai parlé de l'ulcère et même du cancer. Donc, il existe franchement le remède de toutes ces maladies ou ces pathologies, mais il y a des remèdes, et des remèdes, c'est pour remédier, comme je disais tantôt, c'est pour guérir, ce n'est pas pour soulager. Il y a des remèdes, il n'y a pas de souci. Dans la médecine africaine? Dans la médecine africaine, la médecine naturelle. Alors vous êtes en train de dire là, devant les caméras, qu'à travers la médecine traditionnelle, à travers la médecine africaine, c'est possible que l'on guérisse du mal d'estomac. Exactement. Alors pourquoi certaines personnes traînent ce mal pendant des années, du bas âge jusqu'à l'âge adulte? Oui, parce qu'ils n'ont pas compris. Vous savez que nous avons vécu dans un formatage pendant très longtemps depuis nos grands-parents. Ce formatage a fait son travail, je veux dire, ça a fonctionné. Beaucoup de gens n'ont pas pris conscience que la médecine, notre propre médecine était aussi efficace. Ils ont confondu, je veux dire, les positions. Ils ont donné plutôt la position de la médecine occidentale comme la meilleure. Et la nôtre, c'est comme si c'était, je ne sais pas quoi. Mais heureusement qu'à travers la loi que le président de la République a signée,
et à travers aussi l'histoire de Covid-19 qui est passée, qui n'a pas pu faire un impact comme beaucoup de gens avaient souhaité sur l'Afrique, c'est maintenant que les gens ont compris que la médecine africaine a des effets très très favorables pour le bien-être des populations. Alors, le mal d'estomac, vous le dites, est une maladie qui peut être guérie à travers la médecine traditionnelle africaine. Alors, quand les gens viennent vers vous pour parler de maux gastriques en général, quels sont quel est le type de traitement que vous leur administrez? Est-ce un régime alimentaire concret, spécifique, avec certains aliments évoqués même sur ce plateau, ou encore il s'agit des traitements thérapeutiques? Vous savez, l'avantage qu'on a en naturopathie, c'est que les traitements sont complets. La naturopathie, je ne peux même pas vous demander de prendre des fruits, parce que dans vos remèdes, il y a tous ces fruits. Donc, je peux simplement vous conseiller de boire assez d'eau, et puis manger des nourritures, je peux dire, bio, sans aller se compliquer avec les aliments chimiques. Donc, mais naturellement, comme je dis, la naturopathie, c'est une médecine extraordinaire. Elle a beaucoup comment dire, de vertus. Et elle a aussi beaucoup besoin plus des aliments bio pour faire des remèdes. Parce qu'elle n'est pas une médecine qui va forcément seulement sur les plantes. Il y a beaucoup de légumes que j'utilise, il y a beaucoup de fruits que j'utilise. Si un jour vous arrivez à mon laboratoire, vous serez surprise de constater que vous allez trouver peut-être des carottes, vous allez trouver des betteraves, vous allez trouver des poivrons, vous allez trouver beaucoup d'aliments au lieu des écorces, parce que les écorces chez nous, on utilise, je peux dire, presque rarement. Donc c'est un peu ça. Alors, est-ce qu'il y a des organes dans l'organisme, dans l'appareil digestif, qui sont directement liés à l'estomac, parce que c'est cet organe qui nous intéresse, et qui l'aide dans ce rôle-là de favoriser la digestion? Je sais que dans l'estomac, il faut savoir que la bile, oui, dans l'appareil digestif, il y a la bile aussi qui fait un travail très très important. Oui, pour qu'on puisse avoir une bonne digestion. Il y a même les reins, non, pardon, le foie. Il y a le foie qui aide aussi à avoir une bonne digestion. Donc je veux dire, c'est comme je dis souvent que Dieu ne fait rien à moitié. Il a prévu qu'au niveau de l'estomac, le système, même si vous ne buvez pas de l'eau, vous allez comprendre déjà, comme je parlais d'une hormone appelée sucre gastrique, qui agit nécessairement pour aider la digestion. Loin de tout ça, il y a le foie qui fait aussi le même travail. Il y a la bile qui fait le même travail. Donc de tous côtés, au moins, Dieu a prévu que même si c'est n'importe comment, le système peut être humidifié et permettre ainsi à la digestion de mieux fonctionner. Alors, dans Pierre Messi, quelles sont les habitudes, pas forcément alimentaires, qu'il faut mettre de côté lorsqu'on veut que son foie soit en bonne santé, en bon état? Je ne cesserai jamais de répéter que pour le foie, il faut boire assez d'eau et manger bio. Le foie, par exemple, c'est un organe qui peut vivre plusieurs siècles. C'est nous qui détruisons notre foie avec des abus d'alcool, de whisky, des aliments chimiques. Naturellement, le foie, qui joue un rôle très très important dans tout notre organisme, dans l'ensemble, devait être entretenu par une très bonne alimentation, une alimentation bio et accompagnée de l'eau. Alors, il y a des gens qui souffrent d'obésité et parfois, notamment aux États-Unis, ils ont souvent recours à des opérations chirurgicales où l'on réduit la taille du foie, la taille de l'estomac. Alors, est-ce que ce que nous consommons, c'est ce que nous consommons, le style d'aliment que nous consommons, le nombre de fois durant lequel on mange, peuvent contribuer à donner du volume à l'estomac? Vous savez, naturellement, l'estomac peut avoir comment dire, un volume, par exemple, même d'1,5 litre, je dis comme ça, s'il faut parler en capacité.
Bon, maintenant, vous savez que si on diminue le volume de l'estomac de quelqu'un, c'est parce que je retournerai toujours au mauvais comportement alimentaire. Et quand on est dans cette mauvaise habitude alimentaire, on peut développer à travers les consommations des jus, parce que je peux parler même de Coca-Cola, il faut savoir que dans tous ces jus, il y a beaucoup de choses. Il y a, je veux dire, négatifs, qui, au lieu de permettre à notre système de mieux être, je peux dire, fort, mais ça complique un peu à l'intérieur de notre corps et favorise parfois des montées des organes. Ça veut dire que le foie peut avoir ce qu'on appelle l'hypertrophie, le foie prend du volume, l'estomac prend du volume, et alors parce que les acidités que nous consommons, au lieu d'aider le foie ou l'estomac à rester à son volume normal, ça fait que le foie ou l'estomac prend du volume. Mais ce que je pense... Alors l'estomac peut donc prendre du volume à travers l'alimentation, les graisses. À travers les graisses particulièrement. À travers les graisses. La consommation constante de oui, graisses. Vous savez, je dis toujours que le sucre est plus graisseux que la viande de porc. Donc c'est ça un peu, l'excès de sucre, c'est ça qui fait, comme je voulais parler même de Coca-Cola, l'excès de sucre, c'est ça qui fait que nous prenons du poids. Ce n'est pas autre chose, ce n'est pas parce que vous mangez, c'est l'excès de sucre. Et on a des sucres, je veux dire, artificiels, qu'on trouve dans le sucre proprement parlant, qu'on trouve dans le lait que nous consommons, qu'on trouve aussi dans les, comment ils appellent encore ça, dans des jus artificiels. Que ce soit les saccharoses, que ce soit n'importe quoi, tous ces sucres-là sont dangereux pour notre système et ça nous fait avoir beaucoup de problèmes et d'obésité. Alors, en cas d'obésité, est-ce que l'obésité, la quantité d'aliments que certaines personnes, il y a des gens qui ont, disons, les choses terre à terre, mangent beaucoup, qui mangent de grandes quantités de nourriture, oui, avant de pouvoir être rassasiés. Est-ce que la quantité de nourriture que nous consommons au quotidien peut aussi déterminer le volume de notre estomac? Oui, il faut comprendre que quand j'expliquais tantôt que le sucre favorise le gonflement, que ce soit du foie ou de l'estomac. Or, tous ces gens qui, vous voyez, que le sucre les a rendus extrêmement obèses, ça veut dire déjà que l'estomac a pris aussi un grand volume. Quelqu'un qui mange peut-être 10 poulets et boit peut-être même 3 litres d'eau, c'est pas, vous comprendrez que tout ça, ça va toujours dans l'estomac. Et alors, ça veut dire que l'estomac a pris un très grand volume. C'est pour ça qu'on parle de la gourmandise. Et à force d'être gourmand, au fil des années, le corps peut aussi prendre une très grande ampleur et à la fin, maintenant, on se retrouve vraiment avec un poids exorbitant qui ne nous permet même plus de marcher. Alors, le mal d'estomac touche aussi beaucoup les enfants. Pourquoi, à votre avis? En ce qui concerne les enfants, il faut bien comprendre que si c'est les parents qui mangent des aliments chimiques et qui nourrissent, et surtout qu'au jour d'aujourd'hui, certains parents pensent que chaque matin, si on donne du lait à l'enfant, c'est qu'on lui fait du bien. Certains parents pensent que si on donne des saucissons, des jambons, toutes ces choses aux enfants, c'est qu'on les fait du bien. Mais non. Tout ce qui détériore déjà notre organisme, nous en tant qu'adultes, peut détériorer pour les enfants, surtout qui sont encore, ils n'ont pas encore développé beaucoup de cellules capables de les protéger à l'intérieur, donc ils sont fragiles. Donc c'est pour cette raison que même le mal d'estomac peut aussi attraper les enfants. Mais que pouvez-vous nous dire des levures dont souffrent beaucoup d'enfants? Dans les hôpitaux, on dit souvent que cela est dû à une forte consommation du blé. De farine, que ce soit... Voilà. Que dire de ces levures-là dans la digestion? Les levures, déjà, la présence des levures, vous savez que ça crée des problèmes qui sont, comment dire, néfastes à notre santé.
quand on a consommé trop de blé, comme le pain, comme même les beignets, parce que tout ça, ça tourne tout autour de la farine. Bon, j'ai parlé un peu de mucus aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas que les levures que cela peut provoquer. Vous constaterez avec étonnement que quand le système digestif a un souci, beaucoup de choses peuvent éclorer tout autour. Donc, il y a les levures. Heureusement qu'il y a des remèdes pour soigner les levures. Heureusement qu'il y a des remèdes pour soigner ça, pour faire disparaître cela. Mais sinon, les levures, la consommation du pain, de la farine de manière abondante ne peut pas être favorable pour une bonne santé. Donc, les levures, heureusement, il y a des remèdes, mais les levures ne sont pas des choses qu'on ne peut pas ne pas éviter. Il suffit simplement de manger naturel et prendre le pain ou les beignets, pas tout le temps, mais ça peut arriver qu'au moment où on peut avoir besoin d'une petite gâterie, on prend cela, mais régulièrement, il faut manger le reste de nos nourritures. Alors, l'estomac, vous le dites, est une maladie qui peut être guérie à travers la médecine traditionnelle africaine. Quand les gens viennent vers vous pour parler de maux gastriques en général, quels sont quel est le type de traitement que vous leur administrez? Est-ce un régime alimentaire concret, spécifique, avec certains aliments évoqués même sur ce plateau, ou encore il s'agit des traitements thérapeutiques? Vous savez, l'avantage qu'on a en naturopathie, c'est que les traitements sont complets. La naturopathie, je ne peux même pas vous demander de prendre des fruits, parce que dans vos remèdes, il y a tous ces fruits. Donc, je peux simplement vous conseiller de boire assez d'eau, et puis manger des nourritures, je peux dire, bio, sans aller se compliquer avec les aliments chimiques. Donc, mais naturellement, comme je dis, la naturopathie, c'est une médecine extraordinaire. Elle a beaucoup comment dire, de vertus. Et elle a aussi beaucoup besoin plus des aliments bio pour faire des remèdes. Parce qu'elle n'est pas une médecine qui va forcément seulement sur les plantes. Il y a beaucoup de légumes que j'utilise, il y a beaucoup de fruits que j'utilise. Si un jour vous arrivez à mon laboratoire, vous serez surprise de constater que vous allez trouver peut-être des carottes, vous allez trouver des betteraves, vous allez trouver des poivrons, vous allez trouver beaucoup d'aliments au lieu des écorces, parce que les écorces chez nous, on utilise, je peux dire, presque rarement. Donc c'est un peu ça. Alors, est-ce qu'il y a des organes dans l'organisme, dans l'appareil digestif, qui sont directement liés à l'estomac, puisque c'est cet organe qui nous intéresse, et qui l'aide dans ce rôle-là de favoriser la digestion? Je sais que dans l'estomac, il faut savoir que la bile, oui, dans l'appareil digestif, il y a la bile aussi qui fait un travail très très important. Oui, pour qu'on puisse avoir une bonne digestion. Il y a même les reins, non, pardon, le foie. Il y a le foie qui aide aussi à avoir une bonne digestion. Donc je veux dire, c'est comme je dis souvent que Dieu ne fait rien à moitié. Il a prévu qu'au niveau de l'estomac, le système, même si vous ne buvez pas de l'eau, vous allez comprendre déjà, comme je parlais d'une hormone appelée sucre gastrique, qui agit nécessairement pour aider la digestion. Loin de tout ça, il y a le foie qui fait aussi le même travail. Il y a la bile qui fait le même travail. Donc de tous côtés, au moins, Dieu a prévu que même si c'est n'importe comment, le système peut être humidifié et permettre ainsi à la digestion de mieux fonctionner. Alors, docteur Pierre Messi, quelles sont les habitudes, pas forcément alimentaires, qu'il faut mettre de côté lorsqu'on veut que son foie soit en bonne santé, en bon état? Je ne cesserai jamais de répéter que pour le foie, il faut boire assez d'eau et manger bio. Le foie, par exemple, c'est un organe qui peut vivre plusieurs siècles. C'est nous qui détruisons notre foie avec des abus
ou d'alcool, de whisky, des aliments chimiques. Naturellement, le foie, qui joue un rôle très très important dans tout notre organisme et dans l'ensemble, devait être entretenu par une très bonne alimentation, une alimentation bio et accompagnée de l'eau. Alors, il y a des gens qui souffrent d'obésité et parfois, notamment aux États-Unis, ils ont souvent recours à des opérations chirurgicales où l'on réduit la taille du foie, la taille de l'estomac. Alors, est-ce que ce que nous consommons, c'est ce que nous consommons, le style d'aliment que nous consommons, le nombre de fois durant lequel on mange peuvent contribuer à donner du volume à l'estomac? Vous savez, naturellement, l'estomac peut avoir, comment dire, un volume, par exemple, même d'1,5 litre, je veux dire comme ça, s'il faut parler en capacité. Bon, maintenant, vous savez que si on diminue le volume de l'estomac de quelqu'un, c'est parce que je retournerai toujours au mauvais comportement alimentaire. Et quand on est dans cette mauvaise habitude alimentaire, on peut développer à travers les consommations des jus, parce que je peux parler même de Coca-Cola, il faut savoir que dans tous ces jus, il y a beaucoup de choses. Il y a, je veux dire, négatifs, qui, au lieu de permettre à notre système de mieux être, je peux dire, fort, mais ça complique un peu à l'intérieur de notre corps et favorise parfois des montées des organes. Ça veut dire que le foie peut avoir ce qu'on appelle l'hypertrophie, le foie prend du volume, l'estomac prend du volume, et alors parce que les acidités que nous consommons, au lieu d'aider le foie ou l'estomac à rester à son volume normal, ça fait que le foie ou l'estomac prend du volume. Mais ce que je pense... Alors l'estomac peut donc prendre du volume à travers l'alimentation, les graisses. À travers les graisses, à travers les graisses. La consommation constante de oui, graisses. vous savez, je dis toujours que le sucre est plus graisseux que la viande de porc. Donc c'est ça un peu. L'excès de sucre, c'est ça qui fait, comme je voulais parler même de Coca-Cola, l'excès de sucre, c'est ça qui fait que nous prenons du poids. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas parce que vous mangez, c'est l'excès de sucre. Et on a des sucres, je veux dire, artificiels, qu'on trouve dans le sucre proprement parlant, qu'on trouve dans le lait que nous consommons, qu'on trouve aussi dans les, comment ils appellent encore ça, dans des jus artificiels. Que ce soit les saccharoses, que ce soit n'importe quoi, tous ces sucres-là sont dangereux pour notre système et ça nous fait avoir beaucoup de problèmes et d'obésité. Alors, en cas d'obésité, est-ce que l'obésité, la quantité d'aliments que certaines personnes, il y a des gens qui ont, disons, les choses terre à terre, mangent beaucoup, qui mangent de grandes quantités de nourriture avant de pouvoir être rassasiés. Est-ce que la quantité de nourriture que nous consommons au quotidien peut aussi déterminer le volume de notre estomac? Oui, il faut comprendre que quand j'expliquais tantôt que le sucre favorise le gonflement, que ce soit du foie ou de l'estomac. Or, tous ces gens qui, vous voyez, que le sucre les a rendus extrêmement obèses, ça veut dire déjà que l'estomac a pris aussi un grand volume. Quelqu'un qui mange peut-être 10 poulets et boit peut-être même 3 litres d'eau. C'est pas, vous comprendrez que tout ça, ça va toujours dans l'estomac. Et alors, ça veut dire que l'estomac a pris un très grand volume. C'est pour ça qu'on parle de la gourmandise. Et à force d'être gourmand, au fil des années, le corps peut aussi prendre une très grande ampleur et à la fin, maintenant, on se retrouve vraiment avec un poids exorbitant qui ne nous permet même plus de marcher. Alors, le mal d'estomac touche aussi beaucoup les enfants. Pourquoi, à votre avis? En ce qui concerne les enfants,
il faut bien comprendre que si c'est les parents qui mangent des aliments chimiques et qui nourrissent, et surtout qu'au jour d'aujourd'hui, certains parents pensent que chaque matin, si on donne du lait à l'enfant, c'est qu'on lui fait du bien. Certains parents pensent que si on donne des saucissons, des jambons, toutes ces choses aux enfants, c'est qu'on les fait du bien. Mais non. Tout ce qui détériore déjà notre organisme, nous en tant qu'adultes, peut détériorer pour les enfants, surtout qui sont encore, ils n'ont pas encore développé beaucoup de cellules capables de les protéger à l'intérieur, donc ils sont fragiles. Donc c'est pour cette raison que même le mal d'estomac peut aussi attraper les enfants. Mais que pouvez-vous nous dire des levures dont souffrent beaucoup d'enfants? Dans les hôpitaux, on dit souvent que cela est dû à une forte consommation de blé, de farine, que ce soit... Voilà. Que dire de ces levures-là dans la digestion? Les levures, déjà, la présence des levures, vous savez que ça crée des problèmes qui sont, comment dire, néfastes à notre santé. Quand on a consommé trop de blé, comme le pain, comme même les beignets, parce que tout ça, ça tourne tout autour de la farine. Bon, j'ai parlé un peu du mucus aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas que les levures que cela peut provoquer. Vous constaterez avec étonnement que quand le système digestif a un souci, beaucoup de choses peuvent éclore tout autour. Donc, il y a les levures. Heureusement qu'il y a des remèdes pour soigner les levures. Heureusement qu'il y a des remèdes pour soigner ça, pour faire disparaître cela. Mais sinon, les levures, la consommation du pain, de la farine de manière abondante ne peut pas être favorable pour une bonne santé. Donc, les levures, heureusement, il y a des remèdes, mais les levures ne sont pas des choses qu'on ne peut pas ne pas éviter. Il suffit simplement de manger naturel et prendre le pain ou les beignets. Pas tout le temps, mais ça peut arriver qu'au moment où on peut avoir besoin d'une petite gâterie, on prend cela, mais régulièrement, il faut manger le reste de nos nourritures. Alors, on avance vers les ultimes minutes du programme, le temps pour nous de nous focaliser donc sur les moyens de prévention des maladies liées à l'estomac. Vous avez évoqué certaines de ces maladies, vous êtes allé en profondeur pour expliquer effectivement les causes de ces maladies, dont le mal d'estomac. Alors, docteur Pierre Noumessi, est-ce qu'il y a des traitements types pour les maladies liées à l'estomac dans la médecine traditionnelle africaine? Il y a des traitements, Des traitements pour entretenir l'estomac. Il y a des traitements. Oui, puisque je veux bien dire, si nous nous accrochons aux fruits, comme je disais tantôt, à consommer, par exemple, les aubergines, à consommer aussi les betteraves, à consommer même les oranges, les agrumes, les fruits en général, je pense que nous aurons la chance d'avoir un estomac qui ne peut pas avoir de problème. Parce que moi, je dis régulièrement, la cause de tous les problèmes d'estomac vient surtout de l'alcool et des vins forts. L'alcool et les vins forts. Oui, la bière. La plupart des problèmes liés à l'estomac sont en rapport avec les bières. Oui, et les whisky. Vous voyez. Il est vrai, il y a aussi les drogues, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que j'ai vu une fois certains enfants qu'on avait arrêtés parce qu'ils consommaient la solution. Solution, c'est quoi? C'était une colle qu'on utilisait pour coller les vessies des voitures. Je vous dis, vous savez que dans un pneu, il y a une vessie à l'intérieur. On utilisait cela pour coller en cas où il y a une crevaison. Mais les enfants, certains enfants ont commencé à consommer cela comme drogue. Donc il y a des drogues qui agissent très très négativement au niveau de l'estomac, y compris les bières et les whisky. Alors l'estomac aide pour une bonne digestion des éléments que nous consommons. Docteur Pierre Noumessi, lorsqu'on se prive de nourriture, pour de nombreuses raisons, je prends l'exemple des jeûnes. Les gens sur le plan spirituel ont l'habitude de faire les jeûnes parfois à sec, où l'on ne mange pas, on ne boit pas. Est-ce que c'est effectivement une privatisation de nourriture pour causer des problèmes de santé à l'estomac? Vous savez, pour quelqu'un qui a une bonne santé au niveau de l'estomac,
il ne peut pas avoir des problèmes. Lorsqu'il se met sous Lorsqu'il jeûne, parce que jeûner aussi, c'est un engagement. S'il prend cet engagement avec détermination, il n'aura pas de souci. Moi, je peux jeûner même une vingtaine de jours si je veux. Parce que je n'ai aucun souci au niveau de l'estomac. Mais quand on a des problèmes alors au niveau de l'estomac, vous avez, comment dire, des petites sensations, surtout quand l'estomac a faim. Parce que quand il parle de la famine, oui, lorsque l'estomac est complètement vide, vous avez des soucis. Mais ça ne peut même pas être complètement vide parce qu'après tout, pour chaque jeûne, le soir, on mange quelque chose et très tôt le matin, on mange. Mais c'était pour dire simplement que un estomac qui n'a pas de difficultés ou des douleurs peut résister à tous les jeûnes sans souffrir. Parce qu'il y a aussi une chose qu'il faut comprendre, l'estomac, bien sûr que c'est, comme je dis toujours, une machine, c'est lorsque nous habituons notre organisme à cause de la gourmandise ou à manger de temps en temps que nous lui donnons aussi trop de travail. Mais si au moment du jeûne, nous lui donnons moins de travail parce que nous mangeons très tôt le matin et trop tard le soir, bon, l'estomac peut, s'il arrive déjà à avoir, je peux dire, les cellules convenables pour son entretien, là, il n'y a aucun problème. Alors, le jeûne n'est pas du tout un problème, mais il est déconseillé pour les personnes qui sont malades ou qui ont des problèmes à l'estomac. Oui, exactement. Parce que le système a besoin des cellules ou de l'équilibre, des vitamines. Donc, le système ne peut pas... quelqu'un peut faire un jeûne étant malade et après il meurt. Parce que les jeûnes peuvent être fatals. Peut être fatal pour quelqu'un qui le fait étant malade. Ça, c'est ce que j'aime bien dire. Parce que c'est grâce à cette eau qu'on a une belle peau, qu'on a un bon fonctionnement au niveau des reins, un bon fonctionnement au niveau des intestins et même de l'estomac en question. Vous savez, dans les périodes de jeûne, l'eau aussi ne doit pas être négligée. Parce qu'il faut que le corps qui nous privons de nourriture et de l'eau, il faut bien, après qu'on a arrêté le jeûne, que chacun boive suffisamment d'eau pour permettre au système de ne pas... Hormis l'eau, docteur Pierre-Messi, que l'on peut prendre le soir, est-ce qu'il y a des aliments qu'on doit privilégier durant la période? Je prends peut-être l'exemple des musulmans qui ont l'habitude de faire des très longs jeûnes pendant la période du jeûne du Ramadan. Est-ce que durant cette période-là, il y a des aliments quand même qu'il faut... Oui, il y a des aliments. Il y a le légume, comme je venais de dire tantôt. Moi, je leur vois souvent faire des beignets. Il y a les légumes qu'il faut bien qu'ils consomment. Il y a même le poisson qu'ils doivent bien consommer. Et il y a les fruits dont je parle bien, qu'ils doivent bien consommer. La seule différence est que s'ils doivent consommer du sucre, que ce soit remplacé par le miel. Parce que je sais aussi qu'au temps de Ramadan, il y a beaucoup de sucre qu'on consomme. Bon, le sucre n'est pas très bien. Si au moins s'ils peuvent consommer ça seulement à ce moment-là et passer le temps à prendre des aliments qui doivent nettoyer de la présence de ces toxines, c'est encore mieux. Mais il faut vraiment manger beaucoup de légumes parce que le corps en ce moment-là a besoin de plusieurs variétés de vitamines, donc tout ça, il faut y trouver sans oublier, comme j'aime bien conseiller aux gens de consommer les betteraves et les aubergines parce que c'est pourquoi je dis ça, au niveau de la circulation sanguine, on doit avoir un équilibre au niveau des cellules, des différentes cellules intérieures qui nous portent. Qui nous donne cette santé, on a aussi besoin de ces aubergines, de ces oranges et tout ça, donc c'est important. Est-ce que le jeûne fragilise l'estomac? Oui, j'ai dit tantôt, ça fragilise l'estomac. Mais l'estomac des personnes qui souffrent, ça veut dire qu'il y a, à travers le jeûne, on peut diagnostiquer celui qui a un problème d'estomac. Même si c'est moindre, ça va se manifester. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui, quand un organe est défaillant, il y a toujours quelque chose qui montre que ça ne va pas, qui signale qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut reconnaître ça, c'est comme ça. Alors, pour terminer, quels sont les signes qui montrent que
notre estomac a des problèmes? Déjà, si vous commencez à manger, ça je suis au tout début, là où vous commencez à sentir des problèmes. Si vous voulez manger et que vous ne vous rassasiez pas, ça veut dire que malgré vos efforts, vous perdez l'appétit, vous n'arrivez pas à vous rassasier. Ça veut dire qu'il y a déjà un petit problème au niveau de l'estomac. Ça, c'est déjà un premier signe. Parce que si par exemple vous mangez 4 doigts de banane à l'aise et que plus tard vous n'arrivez pas à finir 2 doigts ou manger 1 doigt, vous êtes rassasié, c'est qu'il y a déjà un problème qui se signale au fond. Et quand c'est le cas, j'ai toujours dit qu'il faut prendre ne serait-ce qu'une feuille de chou, une vieille feuille de chou, la bien laver, écraser, mettre dans 1,5 litre d'eau et boire. Ça peut résoudre ce problème-là parce que la situation n'a pas encore pris une envergure à craindre. Donc ça, c'est le tout premier signe qui montre qu'on a un petit problème au niveau de l'estomac. Merci, Dr Pierre Messi. Donc on espère qu'on a dit, bref, la quasi-totalité de ce qu'il fallait pour que ceux qui nous suivent puissent être édifiés sur les comportements alimentaires qu'ils doivent avoir pour prendre soin de l'estomac. L'estomac, comme vous l'aviez précisé, qui est un organe très essentiel dans la digestion. Vous êtes revenu également sur la pratique du jeûne qui est très fréquent et aussi de la manière dont cela devrait être fait. Alors, un mot pour la fin. Oui, je conseille tout le monde à comprendre que tous nos organes ont besoin d'entretien et que quand nous entretenons nos organes, c'est pour aussi avoir une vie paisible et nous pouvons nous mouvoir autant et aider la prochaine génération à venir au monde étant en très bonne santé pour faire disparaître le mot génétique dans tout ce qu'on a comme maladie. Merci. Je rappelle aussi ceux qui nous écoutent que vous êtes tradipraticien, naturopathe, comme vous l'avez signalé. Vous avez aussi précisé qu'un naturopathe est en quelque sorte aussi une sorte de diététicien. Voilà, exact. Alors, fidèles téléspectateurs, c'est ici que prend fin cette autre édition d'Afrique Santé. Merci de nous avoir suivis de bout en bout. Merci également à toute l'équipe technique qui s'est mobilisée, qui a permis la bonne réalisation de ce programme. Nous vous quittons au plaisir de vous retrouver très prochainement. D'ici à là, portez-vous bien.